Chapitre 1er. Le chemin de la guerre, de septembre à décembre 1959. Il est facile de se tourner vers le passé, d'étudier l'histoire de la guerre et de découvrir des récits dramatiques d'exploits héroïques, d'actes audacieux, de mégalomanes malfaisants et de dictateurs vicieux. Et trop vite, on se retrouve complètement détaché de ces événements. Les guerres turbulentes qui se sont déroulées, il y a si longtemps, semblent n'avoir que peu de rapport avec la réalité, et seront en fait souvent l'objet de légendes. Qu'il s'agisse des conflits de la Grèce antique, des batailles de Troie ou de la conquête d'Alexandre le Grand pour dominer le monde, ce que nous connaissons aujourd'hui doit souvent plus aux interprétations des cinéastes d'un passé plus récent. La guerre est une affaire de héros, de gloire et d'histoires passionnantes, et les véritables horreurs des conflits humains se perdent invariablement dans le récit. De plus, l'adage selon lequel l'histoire n'est jamais écrite que par les vainqueurs est extrêmement juste, ou du moins l'était, jusqu'à ce que l'utilisation plus large de la photographie et du cinéma se développe au cours du XXe siècle, brossant un tableau très différent. Pour vraiment comprendre le concept de guerre à l'échelle mondiale, les années de la Seconde Guerre mondiale, de 1039 à 45, offrent peut-être le premier aperçu complet de l'inhumanité de l'homme envers l'homme, ainsi que de la bravoure et de l'héroïsme qui montrent les pires et les meilleures facettes de la nature humaine. Incroyablement, il existe des images d'archives de chaque étape de ce conflit, et comme nous considérons les événements de la Seconde Guerre mondiale de manière chronologique, ce livre permettra d'établir une chronologie complète. Il s'agit d'un passé auquel nous pouvons vraiment nous identifier, révélant une histoire parsemée de survivants vivants qui peuvent encore raconter des histoires de camaraderie, d'épreuves, de souffrance et, malheureusement, parfois, de futilité de la bataille. Cependant, nous nous précipitons déjà un peu trop, car du fait même qu'il s'agit d'une Seconde Guerre mondiale, les événements de la Première Guerre mondiale sont essentiels pour élucider le pourquoi et le comment de tout, depuis la montée au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne jusqu'à l'ordre donné par le président américain Truman de bombarder Hiroshima. La Première Guerre mondiale, qui s'est déroulée de 1914 à 1918, est souvent appelée la Grande Guerre, bien qu'elle n'ait pas eu grand-chose d'extraordinaire. Elle a également été appelée la guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres, ce qui, avec le recul, est une erreur tragique. Les chiffres des pertes sont stupéfiants. Environ 40 millions de personnes ont été blessées à un niveau très personnel, et au moins la moitié de ces pertes se sont avérées fatales. Cette soi-disant Grande Guerre s'est terminée par un armistice à 11 heures du matin le 11 novembre, 11e mois de l'année d'X8, après quoi l'Empire allemand vaincu a connu sa propre révolution interne, qui a abouti à la fin de la monarchie et à l'instauration d'une république en Allemagne. Même après la signature de l'armistice, les forces victorieuses ont maintenu leur blocus autour du pays. Les importations et les exportations sont donc fortement réduites, ce qui n'aide guère l'Allemagne à se reconstruire. En 1919, des délégués du monde entier se sont réunis à Paris pour rétablir l'ordre, l'harmonie et l'unité dans le monde. L'objectif principal était d'empêcher qu'une guerre de cette ampleur ne se reproduise, et la Société des Nations a été créée. Le traité officiel qui a marqué la fin de la Première Guerre mondiale est intervenu peu de temps après la conférence de paix de Paris et a constitué l'épine dorsale de la Société des Nations. Le traité de Versailles a été rédigé par les Alliés victorieux et signé par toutes les parties le 28 juin 19. Mais de nombreux historiens estiment que ce traité bien intentionné a davantage contribué à provoquer la Seconde Guerre mondiale qu'à l'empêcher. Signé dans la magnifique galerie des glaces de Versailles, le seul pays qui n'a pas été autorisé à participer au processus est l'Allemagne. Les répercussions et les lourdes pénalités imposées étaient donc inapplicables et allaient créer un sentiment national de ressentiment et de vengeance. C'est ce manque de prévoyance qui a finalement permis aux opinions extrémistes d'Adolf Hitler d'être non seulement écoutées, mais aussi mises en pratique. L'Allemagne n'était pas la seule à être mécontente du résultat. L'Italie estimait qu'elle aurait dû faire mieux, et le Japon impérial était mécontent de ne pas avoir réussi à s'emparer de certaines parties de la Chine. Nous savons aujourd'hui que ces trois pays allaient former une alliance dangereuse, l'Allemagne, l'Italie et le Japon, se joignant à une coalition de l'Axe pour réclamer des territoires,
et le respect dont ils estimaient avoir été privés par le traité de Versailles. La situation s'est encore aggravée car l'Allemagne a également été contrainte d'accepter l'entière responsabilité du conflit, de payer d'énormes sommes d'argent aux nations alliées pour les dommages causés par la guerre et de céder des terres à des groupes ethniques spécifiques pour former de nouveaux pays. L'accord prévoyait également que l'Allemagne dissolve son armée et que la fabrication d'armements soit interdite. Pour une nation fière ayant une longue tradition de construction d'empire, le traité ajoutait l'insulte à la blessure, et comme le disent les livres d'histoire, un accord, quel qu'il soit, ne tient jamais que si toutes les parties concernées ont quelque chose à gagner en y adhérant et ont le sentiment que, vainqueur ou perdant, justice a été faite. À la fin de la Première Guerre mondiale, la plupart des nations impliquées et leurs citoyens ont développé une mentalité pacifiste, ne voulant plus jamais connaître les horreurs d'un conflit. Cependant, certains ont malheureusement été inspirés par cette expérience, et deux des plus célèbres de ces hommes sont Adolf Hitler et Benito Mussolini. Avec des idées tout aussi déformées et un goût prononcé pour le fascisme, ils représentaient un danger pour l'idée tant attendue de la paix mondiale, et aucun d'eux n'allait perdre de temps pour accéder au pouvoir. L'année de la Seconde Guerre mondiale, on pensait généralement que tous les États européens seraient à l'avenir démocratiques, et donc suffisamment semblables et pacifiques pour faire fonctionner efficacement les mécanismes de la Société des Nations, mais cela devait s'avérer bien plus un rêve qu'une réalité. Néanmoins, l'Europe s'est reconstruite, et, en l'espace d'une décennie, elle a retrouvé les mêmes niveaux de productivité qu'au cours de l'année de la Seconde Guerre mondiale, avant que celle-ci ne commence. Mais cette prospérité devait être de courte durée, et, après le krach de Wall Street l'année de la Seconde Guerre mondiale, le monde entier a traversé une période de l'histoire connue sous le nom de Grande Dépression. Pour le peuple allemand, déjà durement touché par l'énorme dette de guerre qu'il avait contractée en raison du traité de Versailles, il s'agissait d'un coup terrible pour son économie déjà en ruine. Cependant, ce qui était une mauvaise nouvelle pour l'Allemand ordinaire dans la rue, s'est avéré très avantageux pour Adolf Hitler, qui n'a pas tardé à saisir l'occasion de monter au pouvoir. Ce chapitre s'intitule « Le chemin de la guerre », et personne n'était plus désireux de suivre cette voie que Hitler, qui, ironiquement, était autrichien de naissance. Né le 20 avril, fils d'Alois et de Clara Hitler, dans la petite ville de Braunau-Armin, Adolf a rarement excellé à l'école, et, ayant perdu ses deux parents alors qu'il était encore jeune, il s'est retrouvé seul à Vienne, luttant pour se frayer un chemin dans le monde, en tant qu'artiste. Accusant déjà les autres d'être responsables de ses problèmes, avec un groupe d'Autrichiens antisémites avec lesquels il s'est lié, les Juifs sont devenus la cible de sa haine. Hitler méprise les autorités autrichiennes pour avoir permis aux Juifs d'occuper des postes de pouvoir et, alors que sa fortune va de mal en pis, jusqu'à ce qu'il vive dans la rue après avoir échoué lamentablement en tant qu'artiste, son aversion pour l'Autriche et les Juifs s'enracine plus profondément que jamais. À la première occasion, Hitler quitte l'Autriche, et l'année de sa mort, il se dirige vers l'Allemagne et s'installe à Munich. Lorsque la Première Guerre mondiale est déclarée l'année suivante, il demande l'autorisation de se battre avec l'armée allemande et devient rapidement un fervent patriote. Après avoir servi dans les tranchées, Hitler, comme beaucoup de ses camarades allemands, a été dégoûté par la capitulation du gouvernement allemand au cours de l'année de guerre, et après la guerre, il s'est joint à eux pour lutter en faveur du rétablissement de sa patrie d'adoption dans une position de pouvoir. C'est peu de temps après la ratification du traité de Versailles qu'Hitler entame sa carrière politique, en prenant la parole lors d'une réunion du Parti ouvrier allemand, et ses talents d'orateur sont rapidement remarqués. Il prend rapidement la tête du parti, qui devient plus connu sous le nom de Parti national-socialiste des travailleurs allemands, et les nazis sont en marche. Néanmoins, l'année de la guerre, Hitler estime que les moyens politiques sont trop lents, et il tente un coup d'État militaire dans une brasserie de Munich, qui se solde par un désastre. Hitler est condamné à 5 ans de prison, mais sa popularité étant déjà bien établie, il ne purge que 13 mois, au cours desquels il écrit Mein Kampf, qui expose tous ses plans pour une nouvelle Allemagne. Bien entendu, cela le plaçait dans une position idéale pour offrir le salut à l'Allemagne au début des années 30, alors que les terribles difficultés de la dépression commençaient à se faire sentir, et que des personnes rationnelles, qui auraient autrement rejeté Adolf Hitler comme un fanatique,
commençait à croire ce qu'il disait. C'est ce qui s'est passé lorsqu'il s'est agi de reconstruire l'armée allemande. Ce qui a permis de créer des emplois indispensables, mais qui étaient strictement interdits par le traité de Versailles. Après l'incendie du Reichstag, Hitler accuse les communistes d'avoir tenté de détruire le siège du gouvernement allemand et, peu de temps après, Hitler prend le pouvoir. Sa position est renforcée par la mort du président Hindenburg en l'an de grâce de l'an de grâce de l'an de grâce, et à ce moment-là, le pouvoir d'Hitler devient absolu. Le Führer allemand détient désormais les titres de chef d'État, de commandant en chef des Forces Militaires Allemandes, de chancelier et de chef du parti nazi. Il n'y a plus de doute. Hitler règne en maître et commence à bâtir son empire à une vitesse alarmante. Dès l'année de la guerre, les rangs de l'armée se sont étoffés pour atteindre plus de 500 hommes, et la production d'armes et de munitions a repris. En outre, la Rhénanie, une région de l'ouest limitrophe de la France, est réoccupée par des unités militaires. Cette région avait été démilitarisée après la Première Guerre mondiale. Mais malgré la violation de traités successifs, le reste du monde n'a pas fait grand-chose pour contrôler le nouveau régime militaire allemand. Malgré la menace que représentait Hitler, les Britanniques et les Français n'ont pris aucune mesure. En fait, Hitler était très vulnérable à ce moment-là. Et les Alliés s'en sont rendus compte. Manifestement, gagnant en confiance, Hitler a commencé à accélérer le processus et, avant que quiconque n'ait eu la possibilité de faire quoi que ce soit, les nazis se sont mis en mouvement à travers l'Europe. Lorsque Hitler a annoncé, lors d'un congrès nazi à Berlin, son intention de marcher sur la Tchécoslovaquie, les acclamations ont été retentissantes et, l'année de la guerre, le nouveau Premier ministre britannique, Neville Chamberlain, a été contraint de faire quelque chose pour contrer l'agression allemande. En septembre, il se rend à Munich pour rencontrer Hitler, le dirigeant italien Mussolini, et le Premier ministre français Édouard Daladier. Pour Chamberlain, l'apaisement est la voie à suivre et, alors que les citoyens britanniques se préparent à la guerre au cas où, leur Premier ministre convient d'une solution pacifique avec Hitler. En accordant au dictateur allemand quelques terres en Tchécoslovaquie, il n'irait pas plus loin, et lorsque le traité de Munich a été signé, Chamberlain est rentré chez lui en triomphe, affirmant qu'il avait un morceau de papier qui garantissait la paix plutôt que la guerre. Chamberlain est acclamé comme un héros, mais son collègue Winston Churchill est loin d'être convaincu. Il affirme que la Grande-Bretagne et la France doivent choisir entre la guerre et le déshonneur. Et pour Churchill, les deux nations ont choisi le déshonneur, et il prédit qu'il y aura une guerre. Puis, le 13 mars 1959, sans crier gare, les nazis entrent en Tchécoslovaquie, et, avec la chute de Prague, les pires craintes de Winston Churchill se révèlent fondées. Chamberlain doit faire face à l'horreur de ce qui l'attend. Hitler se tourne rapidement vers le voisin oriental de l'Allemagne, la Pologne. Mais le risque que les Russes attaquent ces stormtroopers nazis étant réel, il doit planifier son prochain mouvement avec le plus grand soin. Bien qu'allié improbable, Hitler conclut un pacte de non-agression avec le dirigeant russe, Joseph Staline, et la voie de la guerre est ouverte. Il ne fait aucun doute que les Britanniques et les Français n'auront d'autre choix que de venir en aide à la Pologne en cas d'invasion allemande, en raison des pactes déjà en place. Mais Hitler a bien utilisé son temps, et il est prêt à faire face à toutes les conséquences, ainsi qu'à tout ce que les forces alliées pourraient lui lancer. Au petit matin du 1er septembre 1959, une force allemande écrasante de plus d'1 million de soldats, soutenue par des avions tactiques et des divisions de chars Panzer rapides sur le terrain, a été mobilisée et a déferlé sur la Pologne au moyen d'une guerre éclair sur 3 fronts. Le terme Blitzkrieg, lorsqu'il est traduit, signifie tout simplement coup de foudre. Il s'agit d'une manœuvre militaire tactique mise au point par un officier de l'armée appelé Hans Guderian, et défendue par Hitler lui-même, basée sur la surprise et la rapidité. La raison pour laquelle Hitler a adopté un plan aussi radical est due à son expérience de la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle très peu de progrès ont été réalisés pendant des mois. Il en va de même pour la guerre éclair, dont l'objectif est de donner l'assaut rapidement, de semer le chaos et la panique grâce à la vitesse, à la coordination et au mouvement tactique. Les bombardiers en piqué Stuka,
arrivait en premier pour couper l'espace et isoler une zone cible. Les bombardiers en piqué Stuka sont intervenus en premier pour isoler une zone cible en détruisant les lignes de chemin de fer et les centres de communication, de sorte que personne n'a pu songer à se défendre avant l'arrivée des chars et de l'infanterie pour achever l'occupation. Alors que la guerre éclair d'Hitler est déjà en cours, Neville Chamberlain lance un ultimatum. Soit l'Allemagne se retire du sol polonais avant 11 heures le matin du 3 septembre, soit c'est la guerre. En l'absence de réponse d'Hitler, 15 minutes seulement après l'expiration du délai, Chamberlain annonce à la nation que la guerre est déclarée. Les nations du Commonwealth, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Inde étaient toutes prêtes à s'engager dans la lutte contre la tyrannie nazie, et la France suivit rapidement l'exemple de Chamberlain quelques heures plus tard, en déclarant également la guerre à l'Allemagne. Quelles que soient les erreurs de jugement commises par Chamberlain, qui n'a pas réussi à empêcher le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, en ce jour historique, il a au moins pris l'une de ses meilleures décisions. Winston Churchill, qui s'était si vigoureusement opposé à la négociation avec Hitler, a été invité à reprendre son poste de Premier Lord de l'Amirauté, qu'il avait occupé pour la dernière fois l'année de sa mort. La tradition veut que l'Amirauté ait envoyé un message de jubilation à tous ses navires, annonçant simplement « Winston est de retour ». Il est essentiel de comprendre le rôle de Churchill dans la Seconde Guerre mondiale, car il s'agissait d'un personnage unique, capable de changer le cours de l'histoire par la seule force de sa personnalité. De même, dans les premiers mois de la guerre, il était déjà à l'âge de la retraite, et avait un passé politique pour le moins coloré. Né dans l'aristocratie britannique en novembre de l'année de sa mort, à Blenheim Palace dans l'Oxfordshire, Winston est le fils de Lord Randolph Churchill et de son épouse américaine, la beauté mondaine Jenny Jerome. En matière d'éducation, Winston est loin d'être exceptionnel, mais il est déterminé à réussir l'examen d'entrée à Sandhurst, ce qui marque le début d'une carrière militaire qui le mènera jusqu'en Inde et en Afrique du Sud. Néanmoins, c'est son travail de correspondant de guerre, plutôt que de soldat, qui le fait connaître du public. De retour en Grande-Bretagne, Winston décide de suivre les traces de son père et de se lancer dans la politique, ce qui lui vaudra d'être Premier Lord de l'Amirauté pendant la Première Guerre mondiale. Malheureusement, son franc-parler fait de lui le bouc émissaire du désastre de Gallipoli, où tant de soldats britanniques et du Commonwealth trouvaient la mort, ce qui contraint Winston à se mettre en retrait à la Chambre des communes. Churchill n'est pas du genre à abandonner sans se battre et, dans les années 20, il revient aux affaires, accédant au poste de chancelier de l'Échiquier. Cependant, son franc-parler a de nouveau causé des problèmes et, alors que les années 30 ont vu Hitler monter au pouvoir, Winston a connu des années de disette. Malgré cela, Churchill ne pouvait pas se taire à propos d'Hitler. Comme nous l'avons déjà entendu, avertissant le monde entier de ce qui se passerait si des mesures n'étaient pas prises rapidement. Par conséquent, lorsque Winston Churchill a pris son poste à l'Amirauté, le peuple britannique s'est tourné vers l'homme qui avait si résolument prédit ce qu'Hitler allait faire, et il attendait beaucoup de lui. Et jamais l'émergence d'un meneur d'hommes n'a été aussi vitale, car le jour même où Churchill prenait le commandement de la partie navale de la division de guerre, un sous-marin allemand torpillait un navire de passagers britanniques, transportant plus d'1 millier de personnes de Glasgow au Canada, dont environ 300 Américains. Le navire, appelé l'Athenia, est coulé, tuant les 118 civils qui se trouvaient à bord. Le commandant du sous-marin, le lieutenant Fritz Julius Lemp, connaissait sans doute les règles de la Convention maritime internationale, qui stipule qu'il est illégal d'ouvrir le feu sur des navires de passagers ou de marchandises. Sans avertissement, il lance 2 torpilles, plonge, puis refait surface pour tirer une dernière torpille. Cependant, il est probable qu'il ait pris l'Athenia pour un navire de guerre, et le fait qu'il n'ait pas offert d'aide tout en maintenant le silence radio a aggravé l'erreur, car le sous-marin a rapidement quitté les lieux. Dans les 24 heures qui suivent, la nouvelle du sort réservé à l'Athenia fait le tour du monde, et tous ceux qui l'apprennent sont indignés. En fait, la première chose que fit Adolf Hitler fut de nier toute connaissance de l'incident,
en ordonnant que le journal de bord du sous-marin soit réécrit, tandis que Joseph Goebbels, le ministre nazi de la propagande, affirmait que c'était une torpille d'un sous-marin britannique qui avait touché l'Athénia. Plus tard, il ajoute qu'il s'agit d'un coup de pub de Winston Churchill pour discréditer l'Allemagne et entraîner les États-Unis dans la guerre, prouvant ainsi que le nouveau premier lord de l'Amirauté fait déjà parler de lui. Pendant ce temps, alors que la bataille pour la suprématie en mer commence sérieusement, le premier assaut aérien britannique, gracieuseté de la RAF, est lancé le 4 septembre, mais tout ne se passe pas comme prévu. Les avions se perdent, sont abattus, et, comme le sous-marin de Lampe, attaquent les mauvais navires et, pire encore, le mauvais pays. Sur les 29 bombardiers chargés de semer la peur et la terreur dans les bases navales allemandes, seuls 8 y parviennent. 2 jours plus tard, un autre désastre frappe la RAF lorsqu'une fausse alerte de raid aérien retentit, incitant plusieurs Hurricanes et Spitfires à s'envoler, pour finalement s'abattre les uns les autres, sans qu'aucun avion ennemi ne soit en vue. Néanmoins, comme le veulent les hasards de la guerre, une semaine plus tard, les Britanniques remportent un succès en détruisant le premier navire allemand, un U-boot, chargé en profondeur et coulé par un destroyer britannique. Les célébrations de jubilation seront malheureusement écourtées, car le 17 septembre, le HMS Courageous est coulé au large des côtes irlandaises par un sous-marin de représailles, causant la mort de 500 membres de l'équipage du porte-avions britannique. Après le choc initial de la déclaration de guerre en Grande-Bretagne, la vie continue à peu près normalement. En fait, cette accalmie avant la tempête est souvent qualifiée de drôle de guerre, car de nombreux enfants évacués si rapidement à la campagne sont rentrés chez eux. Les couvre-feux sont rapidement devenus monnaie courante, et les coupures de courant nocturnes, destinées à empêcher les bombardiers allemands de trouver leur cible s'ils prenaient le ciel avec effet immédiat, ont été rigoureusement respectées. L'éclairage public est également supprimé, et les automobilistes n'ont pas le droit d'utiliser leurs phares, ce qui entraîne un certain nombre de victimes dans les accidents de la route. Pour le peuple polonais, l'histoire est bien différente, et l'horreur de ce dont les soldats commandés par Hitler sont capables ne devient que trop évidente. Il est impossible d'échapper à la machine de guerre allemande bien réglée. Et si les Britanniques et les Français pensent que les Polonais peuvent se défendre, du moins pour l'instant, ils se trompent lourdement. L'attaque contre le peuple polonais fut également foudroyante et, lors de l'opération Tannenberg, des exécutions de masse eurent lieu, entraînant plus de 20 000 meurtres impitoyables, les atrocités de la guerre faisant des ravages. Malgré les obstacles, ce qui reste de la milice polonaise et le plus grand nombre possible de volontaires civils tentent de défendre Varsovie. Mais le pire restait à venir et le 17 septembre, l'armée rouge soviétique envahit la Pologne par l'Est avec 40 divisions, soit 800 000 hommes, rendant impossible tout espoir pour la Pologne de résister aux attaques des deux camps. Les Russes s'étaient vus promettre ces terres dans le cadre de l'accord de non-agression conclu avec Hitler, et Staline était déterminé à réclamer ce qu'il estimait être dû à la Russie. Cependant, par chance, des membres du bureau polonais du chiffre, armés d'une connaissance interne du code Enigma, utilisé par les Allemands pour nombre de leurs communications, parviennent à s'échapper des griffes des envahisseurs russes avec 2 des machines Enigma. Lorsqu'ils sont arrivés sains et saufs à Paris, ils ont été accueillis avec enthousiasme le 1er octobre, et ce pour de très bonnes raisons. Ces machines Enigma étaient utilisées pour crypter et décrypter des messages secrets, et, bien qu'elles aient été utilisées à des fins commerciales au cours des années 20, c'est au cours de la Seconde Guerre mondiale qu'elles ont été adoptées par l'armée allemande. Bien que les véritables implications de cette évasion ne soient pas encore connues, les renseignements obtenus grâce à cette source, connue sous le nom de code Ultra, s'avéreront d'une grande utilité pour l'effort de guerre des Alliés. À la fin du mois de septembre, la ville de Varsovie, assiégée et meurtrie, tombe aux mains des nazis après avoir été bombardée par la Luftwaffe. La Pologne n'a pas eu de répit, car elle disposait déjà de l'une des forces aériennes les plus puissantes, les plus avancées et les plus expérimentées au monde, au moment où la guerre a éclaté en 1959. Officiellement dévoilée en 1995, en violation directe du traité de Versailles, elle avait pour but de soutenir la guerre éclair d'Hitler en Europe.
Les avions qui allaient servir dans la Luftwaffe étaient d'un âge nouveau et bien supérieur à ceux de la plupart des autres nations dans les années 30. Sous cette pression, il ne fallut que quelques jours à la Pologne pour se rendre sans condition, le 27 septembre. Un jour plus tard, la Pologne était brutalement partagée entre la Russie et l'Allemagne, Hitler revendiquant près de 70 km² du territoire polonais, où vivaient tragiquement près de 2 millions de Juifs, tandis que la Russie en avalait 78 km². Les États baltes de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie sont également pris par la Russie. La majorité des milices polonaises sont faites prisonnières par les Allemands. Les pertes militaires d'Hitler au cours de cette campagne sont minimes, et celles des Russes le sont encore plus, car lorsqu'ils envahissent la Pologne, celle-ci est déjà submergée. Au cours des premiers jours d'octobre, Adolf Hitler a traité les Polonais vaincus de manière épouvantable, en mettant en œuvre son plan visant à en expulser ou à en tuer le plus grand nombre possible. Il constituait, selon ses propres termes, une population étrangère, dangereuse pour le Reich, et même à ce stade précoce, les atrocités commises au nom de la pureté raciale étaient écœurantes. Mais le programme d'extermination, connu sous le nom de code Action Tkarkar, ne s'appliquait pas seulement à la Pologne, car en Allemagne, ce qui avait commencé bien plus tôt, avec l'euthanasie forcée des personnes âgées et des malades mentaux, a été étendu au fur et à mesure que le plan diabolique d'Hitler pour une nation aryenne commençait à se concentrer sur les nouveau-nés et les très jeunes enfants. Les médecins et les sages-femmes avaient pour mission d'enregistrer tout enfant né avec une quelconque déficience, afin que les fonctionnaires d'Hitler puissent décider qui vivait ou mourait. Des questionnaires étaient également envoyés à tous ceux qui n'avaient pas la nationalité allemande ou qui n'étaient pas de sang allemand. À mesure que le régime de terreur d'Hitler se répandait dans les territoires qu'il avait conquis, son propre peuple subissait les mêmes horreurs. Les expériences menées dans les chambres à gaz des centres d'euthanasie, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, ont finalement servi à l'entraînement des SS. Ce groupe d'élite de nazis, en fait la garde prétorienne du Führer, mettrait en œuvre la solution finale de Hitler, le génocide, et sous le commandement de Heinrich Himmler, les SS montaient rapidement en puissance. Il est intéressant de noter que, bien que l'extermination des Juifs par les SS soit la plus connue, les communistes, les races ethniques, les homosexuels, et même les francs-maçons, ont également été pris pour cible de manière tout aussi vicieuse. Au fil de la guerre, l'expérience technique acquise dans le cadre du programme d'euthanasie a été utilisée pour la construction d'immenses centres de mise à mort à Auschwitz, Treblinka et dans d'autres camps de concentration, dans le but d'exterminer l'ensemble de la population juive d'Europe assassinée pendant le Holocauste, dont une grande partie était polonaise. Malgré les actions d'Hitler en Pologne qui ont abouti à la déclaration de guerre, il avait encore l'espoir d'un accord négocié avec les Britanniques. Mais le 12 octobre, le Premier ministre Neville Chamberlain a rejeté les propositions de paix insincères d'Hitler et a déclaré au peuple britannique qu'aucune promesse d'Hitler ou du gouvernement allemand actuel ne devait être crue ou acceptée comme un fait. Néanmoins, bien que la leçon selon laquelle Hitler n'était pas digne de confiance ait été tirée de l'échec du traité de Munich, qu'il avait si facilement accepté, sous la direction de Chamberlain, il n'y a eu aucune tentative de prendre des mesures proactives contre les nazis. En conséquence, le Führer allemand n'a pas perdu de temps pour renforcer sa position, tandis que les Alliés ont continué à observer et à attendre. Pendant ce temps, en Pologne, la situation se détériore encore, les nazis concentrant leurs efforts pour rassembler la population juive du pays et l'envoyer dans des camps de travail forcés, ou la confiner dans un ghetto localisé à Varsovie, en créant une infinité de lois restrictives et inutiles auxquelles ils doivent se conformer. Par exemple, le port d'un chapeau de feutre était puni de mort, et il est difficile d'imaginer la terreur que ce type de persécution générait. Malgré la machine de propagande allemande déjà bien huilée sous la direction de Joseph Goebbels, en novembre, la nouvelle de ce qui arrivait à ceux qui n'étaient pas considérés comme de race pure, chez eux et à l'étranger, commença à se répandre, et certains commencèrent à se demander si Hitler était bien le sauveur de l'Allemagne qu'il avait promis d'être. Au tout début du mois, un dossier contenant des recherches top secrètes sur les armes allemandes est envoyé en Norvège, accompagné d'une note d'un scientifique allemand qui vous souhaite à tous bonne chance.
Quelques jours plus tard, la première d'une série de tentatives d'assassinat ratées sur la personne d'Hitler est perpétrée. C'est dans la même salle de bière de Munich que Hitler avait tenté son propre coup d'État militaire tant d'années auparavant, et, ironiquement, cette tentative s'était avérée tout aussi désastreuse. La bombe qui aurait pu mettre fin à la Seconde Guerre mondiale avant même qu'elle n'ait pu commencer, a explosé 20 minutes après le départ du Führer. Et comme 8 personnes ont été tuées dans l'explosion, il y a fort à parier que si Hitler n'avait pas terminé son discours plus tôt que prévu, il aurait pu être le dernier. L'auteur de la bombe, Jörg Elsa, a été arrêté alors qu'il tentait de franchir illégalement la frontière suisse, alors qu'Hitler était encore en train de parler. Il semble avoir agi seul, indigné par le fait que le peuple allemand avait perdu tant de libertés individuelles, puisque même l'éducation des enfants avait été retirée à leurs parents et confiée à des institutions telles que les jeunesses hitlériennes. Les principaux protagonistes de cette première partie de la guerre commencent à se positionner et, après avoir pris l'avantage en Pologne, les Russes se tournent vers la Finlande. Joseph Staline a toutes les raisons de se méfier d'Adolf Hitler, comme le prouveront les années de guerre à venir, et bien que le pacte de non-agression conclu entre USA ait permis aux Allemands de déferler sur l'Europe, Staline a également son propre agenda. De même, la Russie se méfiait des Alliés, et la Finlande leur offrait un tampon tactique, protégeant ce que Staline considérait comme la ville vulnérable de Leningrad, de toute armée susceptible de la prendre pour cible. Lorsque les lignes de combat ont été tracées entre la Russie et la Finlande à la fin du mois de novembre, l'armée rouge russe a cru que la tâche serait facile. Adoptant une offensive similaire à la guerre éclair allemande qu'elle avait vue fonctionner si efficacement en Pologne, elle s'attendait à remporter la victoire en quelques semaines, mais ce fut la première de nombreuses occasions où d'autres facteurs, et notamment les conditions météorologiques, allaient avoir une influence importante sur l'issue de la bataille. La Finlande étant un pays relativement peu peuplé, elle a eu du mal à rassembler une armée suffisamment nombreuse pour se défendre contre les Russes, qui semblaient disposer d'une réserve illimitée de soldats. Malgré cela, les troupes finlandaises ont su tirer parti de l'hostilité du terrain. Elles étaient habituées aux forêts et aux régions enneigées de leur patrie, et bien qu'en infériorité numérique, leur détermination à défendre la Finlande était farouchement patriotique. L'hiver de cette année-là fut l'un des pires jamais connus en Finlande, et, ironiquement, les troupes de l'armée rouge avaient en fait été envoyées depuis le sud de la Russie, de sorte que le froid les rendait particulièrement vulnérables. Mais l'armée russe avait une autre faiblesse. Les commandants sur le terrain ne pouvaient pas prendre de décision sans l'approbation d'une autorité supérieure, ce qui entraînait des retards importants sur le champ de bataille. L'armée russe était donc souvent un dinosaure lent, gêné à la fois par la géographie de la Finlande et par sa rigidité en termes de stratégie. Alors que la guerre éclair avait été conçue pour intégrer tous les aspects de l'armée et de l'aviation allemande, chaque partie de l'armée russe agissait comme une entité distincte. De plus, les Russes n'ont pas reçu de vêtements de camouflage blanc, et leurs véhicules ne peuvent tout simplement pas résister au froid. De nombreuses parties de la frontière de 800 km étaient tout simplement infranchissables, de sorte que les Finlandais pouvaient prédire les itinéraires des premières étapes de l'invasion. L'armée de l'air russe était également limitée dans le temps pour aider l'armée, car les journées étaient très courtes pendant les mois d'hiver. Lorsqu'ils volaient, les Russes subissaient de lourdes pertes, perdant 800 avions. Et bien qu'il faille attendre le nouvel an de l'année 1940 pour que ce conflit particulier soit résolu, les Finlandais sont loin d'être intimidés par les Russes. En Grande-Bretagne, en décembre, la limite d'âge pour la conscription a été repoussée 2 fois en 2 semaines, les hommes âgés de 19 à 40 et 70 appelés à rejoindre les forces armées. Les femmes âgées de 20 à 31 sont acceptées pour différents niveaux de service. C'est également le mois où la Royal Navy a été impliquée dans la première grande bataille navale de l'Atlantique Sud pendant la Seconde Guerre mondiale, la bataille du Rio de la Plata. Elle se déroule au large des côtes de l'Argentine et de l'Uruguay, où le Graf Spee, navire de guerre allemand, attaque avec succès les navires marchands de la région. La marine britannique ne disposait pas d'un mais de 4 croiseurs dans cette zone, l'Ajax, l'Exeter, le Cumberland et l'Achille,
et le commandant de cette division sud-américaine s'est lancé à la poursuite de la dangereuse embarcation allemande. Le traité de Versailles avait interdit à l'Allemagne de construire de grands cuirassés classiques lorsque le pays avait été contraint de désarmer et de cesser sa production militaire. L'Allemagne a donc construit des navires plus petits et plus compacts, et le Graf Spee, mis en service en 1936, était suffisamment rapide pour dépasser de nombreux cuirassés. Comme il était également doté d'un armement suffisant, il constituait un ennemi puissant. Néanmoins, lors de la bataille de la rivière de la Plata, la marine britannique a fini par forcer le Graf Spee à entrer dans le port neutre de Montevideo. L'Exeter en particulier est gravement endommagé, mais le capitaine du Graf Spee, Hans Langsdorff, sait qu'il ne peut que repousser l'affrontement avec la marine britannique pendant un court laps de temps, car la durée de séjour du navire allemand est limitée. Ce sont toutefois les services de renseignement britanniques qui l'emportent, ayant convaincu Langsdorff qu'il était complètement surclassé et qu'il n'avait aucune chance de s'échapper, même si la flotte n'arriverait que plusieurs jours plus tard. Déterminé à sauver la vie de son équipage, le capitaine allemand décide de s'aborder le navire et, 3 jours plus tard, se suicide pour prouver qu'il n'est pas un lâche. Ironiquement, tous les marins britanniques capturés par Langsdorff ont affirmé avoir été extrêmement bien traités par lui, et il s'agissait sans aucun doute d'un homme d'honneur, même si certains historiens ont remis en question son jugement. La guerre n'en est qu'à ses débuts, et l'action ne se déroule pas uniquement sur les champs de bataille. Au sein de la Société des Nations, les actions russes contre les Finlandais entraînent leur expulsion. L'Organisation internationale de maintien de la paix croit encore en une chance de diplomatie, mais avec des individus aussi déterminés que Staline et Hitler à essayer de contrôler, il y a peu de place pour la manœuvre ou la rationalité. La Société des Nations est le fruit de l'imagination du président américain Woodrow Wilson, et bien que ses motivations soient louables, le concept se heurte à de nombreuses difficultés dans la pratique. Alors que la société était née avec la mission exaltée d'empêcher une autre grande guerre, elle s'est révélée inefficace, incapable de protéger la Chine d'une invasion japonaise ou l'Abyssinie d'une invasion italienne. Elle s'est également montrée impuissante face au réarmement de l'Allemagne et, avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la Société des Nations n'a pas pu faire grand-chose pour remplir la mission qui lui avait été confiée au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui aurait dû, en principe, mettre fin à toutes les guerres. L'Allemagne et le Japon se sont volontairement retirés de la société au cours de l'été de la même année, et l'Italie l'a quittée au printemps de la même année. Les véritables desseins impériaux de la Russie ne tardent pas à apparaître avec l'occupation de la Pologne orientale en septembre de la même année, alors que la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie ont été terrorisées pour signer un pacte d'assistance mutuelle qui donne à Staline des bases aériennes et navales à des endroits stratégiques. Néanmoins, c'est l'invasion de la Finlande, alors qu'aucune provocation ni aucun pacte ne pouvait justifier l'agression, qui a été condamnée dans le monde entier. Il est intéressant de noter que le successeur du président Wilson, Franklin D. Roosevelt, qui avait été contraint de rester à l'écart pendant les premières escarmouches de la guerre en raison de l'opinion publique américaine, s'est prononcé contre l'invasion, ce qui a entraîné le retrait des Russes de l'exposition universelle de New York. L'étape suivante consistait pour la Société des Nations à expulser la Russie. Alors que le monde était confronté à un conflit mondial qu'aucun groupe de gardiens de la paix ne pouvait espérer pacifier, l'organisation née de ses bonnes intentions était confrontée à sa propre conclusion. Alors que la guerre touche à sa fin et que Noël se profile à l'horizon, de plus en plus de soldats britanniques quittent leurs familles pour participer à l'effort de guerre des nations déjà directement menacées par l'avancée des nazis d'Adolf Hitler. Le Commonwealth augmente le nombre d'hommes disponibles. Plus de 7000 soldats canadiens arrivent en Grande-Bretagne, prêts à grossir les rangs, tandis que des soldats indiens sont envoyés en France. Les montagnes russes qui ont jalonné le chemin de la guerre atteignent désormais leur point culminant et, bien qu'en Grande-Bretagne les choses semblent encore peu changer, l'élan de l'agression est sur le point de devenir irrésistible. Alors que les esprits se tournent vers Noël et la perspective d'une nouvelle année, tout ce qu'ils avaient craint depuis que Hitler avait commencé à faire sentir sa présence au début des années 30 apparaît clairement. Lors d'un déjeuner festif
La menace du rationnement est déjà d'actualité et les implications de l'efficacité meurtrière des sous-marins allemands sont sur le point d'être révélées. Une grande partie de la nourriture britannique étant importée par voie maritime, il était impératif que le gouvernement veille à ce qu'il y ait suffisamment de nourriture pour les riches et les pauvres. L'idée que les gens puissent cultiver leurs propres fruits et légumes ou élever des poules, même dans les jardins les plus suburbains, contribuera grandement à l'effort de guerre, ce qui entraînera le défrichage des pelouses pour faire place aux potagers et aux poulaillers. Ces quelques mois ont vraiment été l'accalmie avant la tempête. Et tandis que Neville Chamberlain et son gouvernement guettaient les prochaines actions d'Hitler, Winston Churchill dénonçait une fois de plus l'inactivité de la Grande-Bretagne. Pour le premier lord de l'Amirauté, la meilleure forme de défense est sans conteste l'attaque, et Chamberlain se trouve bel et bien dans la ligne de mire d'Adolf Hitler. Churchill craint désespérément que les Allemands ne s'attaquent à la Norvège, d'où la machine de guerre hitlérienne tire une grande partie du minerai de fer nécessaire à sa production. Mais Chamberlain semble avoir oublié les leçons du traité de Munich, et les graves avertissements de Churchill sont une fois de plus ignorés, et les premiers mois de l'année s'annoncent très intéressants.